C'est bon? All right. Bonsoir une fois de plus et désolé pour tout ce que nous avons eu comme problème technique et aussi le retard, la coordination et tout ça. J'espère de tout cœur que la connexion ne va pas nous faire défaut. Sans plus tarder, j'aimerais une fois de plus vous dire merci d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec nous en ce qui concerne ce sujet sur la jeunesse et insécurité dans le Sahel, état des lieux. Je ne vais pas m'éterniser sur mon propos parce que tout le monde a reçu en principe une sorte de bio ou alors une sorte de résumé sur la thématique. Je vais immédiatement donner la parole aux différents panélistes. S'il vous plaît, si vous pouvez rapidement vous présenter 30 secondes et après maintenant on peut faire le tour pour ce qui est des présentations. Le format est le suivant, 10 minutes, vous déboulez sur votre thématique ou sur votre sujet et après on a juste une séance d'ouverture aux questions pour avoir un échange plutôt que d'avoir une salle de classe ou sur un programme spécial.
Bonjour à tous. Je me permets de prendre le relais en attendant le retour de notre modérateur. Je pense qu'on va en profiter, nous, en tant qu'intervenants, pour nous présenter progressivement pour que vous ayez déjà une idée de qui est qui dans les différentes interventions qui vont vous être présentées. Donc, je vais commencer par moi-même. Je m'appelle Solène Jomier. Je suis chercheuse au sein du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Nous sommes un organisme indépendant basé à Bruxelles, en Belgique. Nous travaillons sur les enjeux de paix et de sécurité. Je travaille plus particulièrement sur l'axe Afrique, conflit et gouvernance. Et je travaille particulièrement sur un projet qui s'appelle l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, qui vise à suivre et réfléchir à l'évolution des différentes opérations de maintien de la paix des Nations Unies, sur leur performance, sur leur façon de travailler et de manière plus générale sur l'avenir de ces missions dont les résultats prêtent parfois à interrogation. Je vais peut-être passer la parole à d'autres intervenants qui sont ici. Donc, je vois monsieur notamment Bert Yacouba qui est parmi nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis Yacouba Berté. Je suis le coordonnateur régional du programme Sahel de la Fondation Konrad Adenauer. La Fondation Konrad Adenauer, comme vous le savez, est une fondation sœur à la Fondation Frédéric Ebert. Nous travaillons, notre programme Sahel travaille surtout sur les pays du Sahel, on peut dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Mais aussi, en ce moment, nous développons des programmes de coopération entre le Maghreb et le Sahel. Les thématiques essentielles, vous le savez certainement, c'est sur les questions de gouvernance, les questions d'état de droit, de démocratie, mais aussi à raison de la situation qui prévaut au Sahel, nous travaillons beaucoup sur les questions de lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme, l'insécurité, le renforcement des capacités, entre autres, de la jeunesse. Voilà en gros ce que je peux dire en attendant. Donc, quelqu'un d'autre Oui, est là? bonjour. Moi, c'est Dr Yahya Mazmoussa. Donc, je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Aboum de Niamey. Donc, nous travaillons au sein du laboratoire d'études et de recherche sur l'émergence économique. Donc, et nous traitons différentes thématiques, à savoir la sécurité et la paix, l'économie informelle, à tout ce qui concerne le développement donc, économique. Donc, je m'arrête là pour le moment. Donc, merci. Bon, apparemment, notre modérateur semble s'installer. On essaie de... Est-ce que madame est déjà passée? Oui, monsieur le modérateur, on a fait un tour de table. Ok, maintenant je vais faire freestyle. Il part en premier pour sa présentation. Je préférerais que la dame passe en premier, qu'elle nous fasse une présentation de ses travaux. Oui, avec plaisir, on peut faire comme ça. Alors, je dois vous partager magnifique, une présentation. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de faire le point sur une décennie de conflictualité au Mali et de s'interroger sur les impacts de cette conflictualité sur la jeunesse malienne. Je vais essayer d'être brève, mais surtout, tapez-moi sur les doigts si je prends trop de temps. Donc dans un premier temps, et je voudrais passer à la slide suivante. Magnifique.
Donc, je voulais dans un premier temps faire un petit retour historique sur la dernière décennie de conflictualité au Mali, avec cette année 2012 qui marque vraiment un tournant dans l'histoire du Mali, avec au tout début de l'année la rébellion Touareg dans le nord du pays, qui vient créer un temps important d'insécurité, d'instabilité sécuritaire, et puis qui en parallèle est accompagné d'une insécurité politique, avec une tentative de coup d'État dès le mois de mars 2012, qui met fin à la présidence d'Amadou Toumani Touré. Mais cette tentative de coup d'État ne vient pas mener à une junte militaire au pouvoir. C'est bien un gouvernement de transition et d'union nationale qui se met en place, avec une présidence transitoire qui est assurée par le président de l'Assemblée nationale, Dioukunda Traoré. C'est lui qui fait appel aux forces françaises de l'opération Serval pour mettre fin à l'avancée du MNLA, qui est donc le mouvement Touareg, à son avancée vers la capitale. Et c'est ce gouvernement de transition qui va mener le pays pour les mois qui viennent. La France intervient pour repousser l'offensive Touareg et également l'offensive des groupes armés islamistes, avec un des groupes emblématiques de ce moment-là qui s'appelle Ansar Dine. Et c'est la France qui s'oppose en garant de la continuité de l'État malien basé à Bamako. De cette première phase, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord une toute relative résolution politique. D'abord avec, en août 2013, un retour à un certain ordre constitutionnel malgré les critiques, avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta au mois d'août 2013. Et puis dans la foulée, en 2015, la signature des accords d'Alger, qui forment une certaine résolution des tensions entre l'État central basé à Bamako et les différents mouvements Touareg, qu'on va désormais appeler les mouvements signataires. Ce qu'il faut compter, c'est que cette première phase en 2012, elle va laisser la place à un deuxième temps, qui est une relative résolution politique, mais avec énormément de tensions sécuritaires, et finalement une réponse qui, avant tout, va se traduire par la mobilisation d'acteurs internationaux sur le territoire malien. Dans ces acteurs internationaux, vous les connaissez sûrement, mais je voulais revenir un petit peu avec vous dessus. L'opération Barkhane, qui est une force avant tout robuste, qui a une volonté d'aller faire de la lutte contre terroristes. Alors, elle prend la suite de l'opération Serval, qui était une action uniquement au Mali. Barkhane s'inscrit dans une opération beaucoup plus régionale dans l'ensemble du Sahel. Barkhane tente d'impliquer également des acteurs locaux à travers le G5 Sahel, dont la mise en œuvre, on le sait, est un petit peu difficile, et en parallèle se fait aussi accompagner du travail de l'Union européenne, qui s'implique dans un premier temps dans une action de formation à travers une structure qui s'appelle EUCAP Sahel Mali, et dans un second temps avec ce qu'on a appelé la Task Force Takuba, qui avait vocation à prendre le relais de l'opération Barkhane dans une certaine mesure, mais dont la mise en œuvre est finalement coupée court à partir de 2022. En parallèle, on a une action qui est beaucoup plus multidimensionnelle, qui est la force des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, qui a une action à la fois militaire, de police et une action civile, notamment sur les enjeux de protection des droits de l'homme. Son mandat principal, c'est la mise en œuvre des accords de paix, ces fameux accords de paix de 2015. Ce qu'on constate dans cette période entre 2013 et 2015, c'est une certaine incapacité à faire reculer la violence terroriste. Les groupes terroristes étendent leur pouvoir, notamment en 2017 avec la fusion des différentes mouvances islamistes autour du JNIM, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et dans un second temps, la montée en puissance également de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le constat principal qu'on peut faire, c'est l'incapacité des forces armées maliennes à assurer la sécurité, et en parallèle, une présence internationale qui de plus en plus nourrit les velléités anti-occidentales. À côté de ça, les accords d'Alger sont des accords à minima, et on se rend très vite compte que leur mise en œuvre politique est particulièrement fastidieuse. Ce que l'on peut conclure dans cette période au niveau politique, c'est qu'il n'y a pas de résolution durable du conflit. Quel est l'impact de cette situation sur la jeunesse ? Avant tout, on a une jeunesse qui est impactée par cette violence.
avec notamment des attaques ciblées contre les établissements scolaires par les différents groupes islamistes, notamment le JNIM. Pour vous donner une échelle de cette violence contre les écoles, en 2015, il y avait environ 280 écoles fermées dans l'ensemble du Mali. En 2020, ce sont plus de 1200 établissements qui sont fermés pour cause de violence dans le pays. La majorité de ces établissements se trouvent dans le nord et dans le centre du pays, mais progressivement, on se rend compte que le sud est de plus en plus impacté. En parallèle, la jeunesse, elle est aussi impactée à cause du risque de recrutement forcé par les groupes armés, en particulier par les différents mouvements terroristes. Dès 2013, on recense au moins une centaine d'enfants qui sont impactés par ce phénomène de recrutement forcé. En 2020, ce sont plus de 500 cas qui sont recensés, y compris des recrutements forcés faits par les forces armées maliennes. Au moins 45 cas sont recensés. Ce qu'il faut se rappeler aussi dans cette période de 2013 à 2020, c'est que oui, la jeunesse, elle est impactée, et je vous invite à aller voir de manière générale la hausse de la violence dans ce petit diagramme à ma droite. Et je tiens à signaler que la dernière colonne, l'année 2023, ne compte que pour la moitié de l'année. Donc dès la moitié de l'année, en 2023, il y avait tout autant de violence que dans l'ensemble de l'année 2020. Ce qu'on peut voir dans cette période, c'est une spirale d'insécurité dans l'ensemble du territoire malien. Cette jeunesse, je le disais, elle est très impactée, mais elle est aussi mobilisée. Elle va activement s'impliquer dans les différents mouvements. Il y a une jeunesse qui est recrutée de manière forcée, puis il y a aussi une jeunesse qui s'implique activement et de manière décidée. L'un des épisodes qui montre l'implication de la jeunesse, c'est évidemment l'implication des jeunes dans les mouvements anti-gouvernementaux de 2019-2020 contre la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta. Cette première phase politique, elle se conclut avec une militarisation de la société malienne. À partir de 2020, on a un premier coup d'État qui vise l'État malien, qui met fin à la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, qui mène les militaires au pouvoir, qui est suivi quasi immédiatement dans ce qu'on a appelé un coup dans le coup, avec le 24 mai 2021, le coup mené par le désormais général Assimi Goïta. En parallèle, on a des tentatives pour faire avancer la situation politique, notamment au niveau des accords de paix qui sont menés par la MINUSMA, sans grande résolution. Cette militarisation de la société malienne, elle est marquée de manière générale par un recul des libertés individuelles, par des violences contre les manifestants civils, par des détentions arbitraires. Dans cette équation, les jeunes sont tout autant touchés que les civils, voire plus. La junte vise particulièrement certaines organisations de jeunes, notamment en 2024, la junte oblige la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali, l'AEEM, qui est un des organismes, une des voix les plus porteuses de la voix de la jeunesse au Mali. En parallèle, cette militarisation de la société malienne, elle s'illustre aussi avec l'arrivée des fameux instructeurs russes de Wagner, qui contribuent aux côtés des FAMA à l'augmentation des violences, à l'augmentation des exactions qui sont avérées, qui sont menées contre des populations civiles, et en particulier les jeunes. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est avant tout que cette militarisation du pouvoir conduit à une militarisation de l'ensemble de la vie politique, avec une concentration des pouvoirs toujours plus marquée. Ce qui est intéressant dans l'approche qui est prise par les militaires maliens, c'est qu'ils dénoncent les échecs des missions internationales, notamment de Barkhane, mais ils ne changent pas tant que ça d'approche. On passe plutôt d'un tout militaire international à un tout militaire malien. Le rejet de l'action militaire française, elle se fait sur fond de tensions sociales, économiques, générationnelles et également anticoloniales. Ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que à une même approche qui n'a pas de solution, succède une autre approche qui n'apporte pas non plus de grandes solutions. Au contraire, on constate même une augmentation des violences et des risques avec la relance du conflit ouvert, avec les mouvements Touareg et notamment avec le désormais Front de libération de l'Azawad qui est formé en 2024. On est dans une spirale d'insécurité où le rétablissement de l'ordre se fait au détriment du respect des droits humains. Alors, je ne sais pas si vous voyez
clairement les slides, mais je l'espère. Sur ce dernier point, je voulais revenir justement sur le fait que la situation pour la jeunesse malienne en 2024-2025, elle est tout aussi difficile, voire plus que les années précédentes. L'arrivée au pouvoir des militaires n'apporte pas une solution, mais participe du problème et des violences vis-à-vis de la jeunesse. On a une très forte augmentation des violences et des violences graves commises contre les enfants. Il y a un nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies qui est paru en janvier 2025 et qui constate que pour la période 2022-2024, le nombre de violations graves contre les enfants est passé à plus de 2000. Que le nombre de recrutements des enfants a augmenté au moins de 14% et en parallèle, le nombre d'enlèvements d'enfants qui sont de ce fait aussi recrutés a augmenté de 37%. Donc on est dans une phase où les enfants sont particulièrement touchés et visés par des formes de violence, y compris les jeunes filles qui sont souvent victimes de violences sexuelles en même temps qu'elles sont victimes de recrutement forcé. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir des faits établis précis sur qui sont les auteurs de ces recrutements et qui utilisent ces enfants dans les conflits. Ce qu'on sait, c'est que il y a des faits avérés pour l'ensemble des parties prenantes au conflit. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont à la fois les groupes armés signataires de l'accord qui ont contribué à ces violences, à la fois les groupes armés terroristes islamistes et à la fois les forces armées maliennes. Pour vous donner une idée de l'augmentation des violences, et particulièrement contre les enfants, ce sont 2149 écoles qui sont recensées comme étant fermées en mars 2025. Je vous évoquais tout à l'heure, en 2020, on était à peu près 1200. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette violence, elle est plus ou moins ciblée et marquée contre une certaine frange de la jeunesse. En particulier, les Fama et Wagner ont tendance à prendre pour cible des groupes Touareg, les peuples arabophones et les Fulani ou les Peuls, et parmi eux, plus particulièrement, les jeunes hommes. Ces jeunes hommes, je vais y arriver, issus des minorités ethniques, ils représenteraient aujourd'hui 83% des personnes détenues dans les prisons maliennes. Ce sont des jeunes hommes qui sont très souvent accusés sans aucune preuve d'affiliation à un quelconque groupe armé. En parallèle, la jeunesse malienne, de manière générale, elle est beaucoup plus exposée à un autre risque, qui est le risque de la désinformation et de la mésinformation, le tout dans un climat politique de défiance. Pour conclure, où aller à partir de là, je voulais vous parler d'un élément qui me paraît crucial, c'est pour réfléchir à la construction de la paix dans l'État malien, il va falloir réfléchir à l'impact générationnel des 10 dernières années de conflit et s'interroger sur comment adresser les différentes causes profondes de ce conflit. Ce que je voulais avant tout vous rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la population malienne, c'est environ 60% de jeunes, 60% de personnes qui ont moins de 25 ans. C'est énorme. C'est un énorme potentiel, mais c'est aussi une énorme pression à la fois sur les ressources éducatives et les ressources économiques. Dans le même temps, cette population qui est très jeune, elle a été très particulièrement touchée par ce qu'on appelle les moteurs de la violence. Je parle de violence armée, elle a été victime de violences politiques, d'exclusion économique, de tensions psychosociales, de violences basées sur le genre, d'instabilité familiale, de violences communautaires ou bien encore de lutte idéologique. Tous ces facteurs contribuent à complexifier et faire durer un conflit. Quand ça touche la jeunesse, ça doit nous interroger. Nous sommes dans un pays où il y a une énorme fracture entre milieu urbain et milieu rural. Pour vous donner une idée, le taux d'alphabétisation de la population urbaine âgée de plus de 15 ans est à 58% contre seulement 22% en milieu rural. On est aussi face à une jeunesse qui est plurielle. L'expérience de la guerre, elle n'est pas du tout la même si vous êtes un jeune Bambara à Bamako, si vous êtes un jeune Peul au Mali centre ou un jeune Touareg au Mali nord. Cette différence d'expérience veut dire qu'il n'y a pas la même mémoire parmi les jeunes. Et cet enjeu, il est particulièrement important quand on veut adresser la cause des conflits et construire une paix durable. On est face à une génération qui a ses propres grilles de lecture, une expérience, on va dire, tout du moins décevante du régime présidentiel, une expérience politique qui désormais est profondément axée sur une approche militaire et militarisée,
et une certaine défiance envers la communauté internationale. Pour adresser aujourd'hui les causes profondes de ce conflit et construire la paix, ça implique de regarder l'expérience particulière de cette génération qui est née après les années 2000 et qui a grandi avec peu de mémoire d'un Mali stable. Ça implique de comprendre la nouvelle composition générationnelle de la population, qui est une population très jeune, au sein d'une société très militarisée, toujours plus inégalitaire et très souvent clivée. Ça amène à nous interroger sur les enjeux mémoriels. La population, de plus en plus jeune, ne se souvient pas de la paix, ou moins, ne se souvient pas d'un fonctionnement autre que tout militaire, ou de moins en moins. Elle ne se souvient pas non plus particulièrement du déroulement des événements de 2012-2013 que j'évoquais précédemment, d'autant plus dans un environnement très marqué par la désinformation, la mésinformation et la manipulation. Pour construire la paix, il faut donc comprendre les perceptions très clivées des différentes franges de cette jeunesse qui existent au sein de la population malienne. La réconciliation du Mali passera par adresser cet énorme fossé à la fois culturel et mémoriel. Je vous rends la parole. Ok, merci beaucoup, madame, pour cette présentation. Je préfère réserver les questions pour après. Sans plus tarder, je vais aussi donner la possibilité à monsieur Yahya Mahazou Moussa de nous faire une présentation aussi rapide pour que ça nous donne pour pouvoir avoir le temps de prendre des questions. Ok, merci beaucoup. Donc, merci, monsieur. Donc, j'ai partagé mon écran. Je ne vois toujours pas vos slides. Je ne sais pas si c'est de mon côté qu'il y a problème. Non, 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 non. Je suis en train de les chercher. Vous les voyez maintenant, non? Allô? Allô? Non, pour le moment, on ne les a pas à l'écran. Non. D'accord. Oui, je crois qu'on ne voit pas encore. Hein. Voilà, je ne sais pas si maintenant c'est OK. Allô, vous me recevez? Oui, on voit. Vous voyez, d'accord, OK. Merci beaucoup pour la parole donnée. Donc, je reviens une fois de plus. Moi, c'est Yahya Mahazou Moussa. Donc, je vous présente notre travail sur l'effet de l'état de paix et de sécurité sur la croissance économique. Je suivais avec intérêt la présentation de ma prédécesseur. Donc, je pense que la situation du Mali et du Niger n'est pas différente. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir parmi les conséquences dont elle a recommandé de regarder et les causes profondes. Donc, nous allons essayer de voir, parce que le but ultime de tout État, c'est sur le développement, c'est la croissance économique et le développement économique, c'est de voir durant cette période d'insécurité, est-ce que cela n'a pas eu d'effet négatif et significatif sur la croissance économique, qui est un aspect nécessaire.
ces derniers temps, qui est je n'ai plus de retour. OK. Vraiment, les États africains sont à la quête de la paix et de la sécurité. Et comme on sait, la paix et la sécurité sont gages, si vous voulez, de la prospérité et du développement économique. Alors, en ce sens, on se demande alors, est-ce que pour les États africains, plus précisément le Sahel et le Niger, cela est possible. Alors, ce qui nous amène à regarder la situation du Sahel et aussi plus particulièrement celle du Niger. La situation de la paix et de sécurité au Sahel est très alarmante. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup de pays sont moins avancés, ils ont des économies peu diversifiées, vraiment un taux de pauvreté qui est relativement élevé et un taux de croissance démographique aussi élevé. Et les pires et que 65% de cette population est jeune et majoritairement en chômage ou sous-employé. Donc, ce qui peut constituer, si vous voulez, une réserve, une potentielle réserve pour le terrorisme, pour le Niger et pour les Sahel en général. La situation du Niger, si on la regarde sur la période vraiment depuis la chute du régime de Kadhafi, vraiment elle ne peut que se dégrader. Donc avec vraiment la pression de l'autre côté de Boko Haram, à la frontière du Nigeria et du Tchad, et au nord-ouest, à la frontière du Mali et du Burkina, qu'on appelle la zone des trois frontières, le Niger n'arrive pas au fait à assurer cette paix et cette sécurité pour permettre à la population de vivre aisément et de mener leur activité économique et puis contribuer à la croissance économique qui est élément essentiel au développement économique. Alors, donc, en effet, le Niger a enregistré ce qu'on a constaté, une forte augmentation du nombre de conflits armés depuis 2014, dont le nombre de morts vraiment liés au combat a connu un pic en 2015. Et malgré une baisse qu'on a constatée en 2016 et en 2017, la tendance à la hausse a repris fortement en 2018, tant au niveau des combattants que les civils. Et également, le nombre d'attaques visant directement les civils a augmenté de manière exponentielle en 2017. En plus, cette situation sécuritaire s'est fortement détériorée en 2019 avec 21 attaques enregistrées, faisant plus de 200 morts, sans compter le nombre de blessés et de déplacés. En plus de ces pertes matérielles et en vie humaine, la situation sécuritaire a fait déplacer, comme je l'ai dit, à l'intérieur des personnes. Ils ont abandonné leur localité et leur activité principale. Vous pouvez convenir avec moi que cette situation ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'économie. Alors, donc, selon l'Institut national de la statistique du Niger, donc, lorsqu'ils ont pris le PIB ou bien le taux de croissance, si vous voulez, de l'économie sur la période 2010-2022, donc on a constaté que sur la période où le conflit s'est dégradé, en 2013, le taux de croissance a évolué en dents de scie contre une chute brutale en 2018, sur la période 2018-2021, sous l'effet conjugué, si vous voulez, de Covid-19 et de la baisse de la mauvaise saison pluvieuse. Parce que notre économie, elle est fortement dépendante si vous voulez, de l'aléa climatique. Vraiment, la période où il y a une augmentation, si vous voulez, des précipitations, et on constate une augmentation des taux de croissance. Et, par ailleurs, selon l'Institut pour l'économie et la paix, l'indice global de la paix sur cette période a connu une augmentation fluctuant de 2,239 à 2,655, si vous voulez, montrant une amélioration de la paix. Et ce qui nous amène à poser une question. Et la question, c'est quoi? Quel est l'effet de paix et de sécurité sur la croissance économique au Niger? Et
lorsqu'on a essayé de regarder des études antérieures qui ont été faites, on a constaté qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans d'autres pays et dans d'autres zones, si vous voulez, régionales. Et ils ont montré que, effectivement, si vous voulez, l'insécurité humaine a des effets vraiment négatifs et significatifs sur la croissance économique. Et il est à souligner que parmi ces études, vraiment, toutes ces études-là ont été menées hors du Sahel, dont l'état de paix et de sécurité reste vraiment alarmant. Et beaucoup d'études-là sont vraiment, si vous voulez, sont menées au Moyen-Orient, notamment au Palestine. Alors, donc, ce qui nous a poussé, incité à regarder pour le cas du Niger, qu'est-ce qu'il en est. Alors, donc, pour répondre à cette question, on est parti du postulat que la situation sécuritaire actuelle a un effet négatif et significatif sur la croissance économique. Et pour vérifier ou bien formuler cette hypothèse, nous avons adopté une méthodologie, une analyse non seulement soit sur la base des contenus officiels des documents reconnus par le gouvernement nigérien, et aussi sur la base aussi de l'analyse économétrique des données issues de l'Institut national de la statistique. Alors, pour les modèles économétriques, bon, ça c'est notre méthodologie propre aux économistes qui utilisent des modèles pour pouvoir analyser un phénomène. Alors, donc, nous sommes aboutis au résultat suivant pour l'analyse SWOT. Pour l'analyse SWOT. Donc, en ce qui concerne les forces qu'on a constatées pour les systèmes sécuritaires du Niger, donc le Niger vraiment dispose de stratégies sécuritaires puisqu'elle s'est dotée d'un outil efficace pour la surveillance du territoire et le contrôle du flux migratoire, avec respectivement l'instauration des patrouilles mixtes et les programmes nationaux de lutte contre la migration irrégulière. Le Niger aussi a mis en œuvre une politique nationale de sécurité et de défense. Également, le Niger a opéré des recrutements des forces de défense et de sécurité, dont à peu près 7 963 en 2021 et 10 454 en 2022, soit au total 18 417 au suivi des formations et des perfectionnements pour renforcer leur capacité. Alors, encore, il y a eu des créations des écoles militaires, des formations militaires. Tout ça, ça fait partie vraiment des forces, si vous voulez, et des systèmes de sécurité qui peuvent renforcer l'état de paix et de sécurité au Niger. En ce qui concerne les faiblesses, ce qui est le système de sécurité du Niger est caractérisé par un certain nombre de faiblesses, dont entre autres la porosité des frontières, la faible gouvernance du secteur sécuritaire qui implique la bonne coordination, qui complique la bonne coordination et interministérielle. Alors, l'inadéquation et la vétusté des équipements, l'insuffisance des casernes et blocs administratifs, la faiblesse de couverture du territoire et en effectif due à l'immensité du territoire et l'insuffisance des collaborations entre les militaires et les citoyens. Ça aussi, vraiment, c'est une faiblesse qui fait que, bon, même si les militaires se trouvent dans une zone où il y a l'insécurité, si les civils ne collaborent pas, ça complique leur intervention. Alors, ça fait partie vraiment si vous voulez, des faiblesses que le Niger a rencontrées sur la période 2010 ou bien 2013-2022. Alors, qui constitue notre cadre d'analyse. Toutefois, nous avons des opportunités, l'existence de coopération militaire forte, comme tout à l'heure
la prédécesseur a souligné, l'existence de, si vous voulez, pour nous, les CAP Sahel, l'opération Berkane, la MINUSMA, la force mixte multinationale des pays du bassin du lac Tchad, tous si vous voulez, ces coopérants-là, militaires, ont permis vraiment de renforcer la capacité de nos militaires et faire face à la situation d'insécurité qui vit chez nous. Alors, mais quand même, il y a toujours des menaces, mais les menaces-là existent toujours en matière de développement des réseaux terroristes et la prolifération et la détention des armes illégales due à l'augmentation des flux migratoires, parce que depuis la chute, comme je l'ai dit, du régime libyen, donc vraiment il y avait une prolifération, si vous voulez, et la détention des armes illégales au Niger, ce qui complique aussi la situation sécuritaire et le contrôle par l'armée nigérienne, vraiment. Pour les résultats de l'analyse, en résumé, il ressort de cette analyse que malgré le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et l'existence des outils de surveillance territoriale efficaces, la situation sécuritaire du Niger demeure préoccupante avec une part importante des jeunes en chômage et une insuffisance de collaboration des citoyens militaires. Ça, en termes de résumé, on peut retenir cela. Ça, c'est ce qui ressort du résultat de l'analyse, soit pour la situation de paix et de sécurité au Sahel. Lorsque nous avons essayé de regarder l'effet de la situation de paix et de sécurité sur la croissance économique, en utilisant les modèles à correction d'erreurs économétriques, donc les résultats se présentent comme suit sur le tableau. Donc, on a constaté parmi les variables qu'on a retenues pour le taux de croissance de l'économie qui mesure la croissance économique, qui est la variable, si vous voulez, dépendante et expliquée, et les autres variables comme l'investissement, les taux d'investissement, les capital humain, si vous voulez, l'insécurité, les taux d'endettement, on remarque que sur la période courte, la relation entre le taux de croissance et l'insécurité n'est pas significative, mais quand même est négatif. C'est que vous allez regarder à ces niveaux. Donc, et cela signifie que, bon, si c'est négatif, c'est ce qui est attendu, mais nous, on aurait souhaité, selon notre hypothèse, que cet effet soit significatif, mais il n'est pas significatif parce que tout simplement, et cela peut s'expliquer par le fait que les systèmes de production et l'économie nigérienne est résiliente à courte période. Mais à longue période, lorsqu'on regarde la relation entre l'insécurité et la croissance et le taux de croissance, effectivement, on remarque que les signes, non seulement le coefficient est négatif, mais aussi il est significatif à 10%. Et ceci signifie que lorsque l'insécurité, ou bien si vous voulez la situation sécuritaire se dégrade de 1%, toutes choses étant égales par ailleurs, donc le taux de croissance ou de la croissance économique se réduit de 0,084 points de pourcentage. Et ça, vraiment, c'est vrai qu'on peut dire que ce n'est pas tellement grand, mais quand même, comme c'est une situation de longue période, et que cette situation, si ça démarre, ça peut entraîner une baisse d'investissement parce que ça peut désinciter les investisseurs à venir au Niger investir, et cela peut constituer une fuite des capitaux. Et en plus, les dépenses pour le gouvernement qui est affecté à la sécurité aujourd'hui être affecté dans les secteurs productifs comme l'éducation, la santé et aussi certaines infrastructures qui sont susceptibles vraiment de booster la croissance économique et le développement économique. Ça, c'est un manque vraiment à gagner en ce qui concerne l'effet de l'insécurité sur la croissance économique à long terme. Alors, en résumé, on peut dire que vraiment les résultats de cette analyse révèlent que la variable vraiment insécurité
influence significativement la croissance à long terme, mais non significative à court terme. Ainsi, une dégradation de la situation sécuritaire, comme je l'ai dit, d'un point de pourcentage territorial entraîne une réduction de la croissance de 0,084 points de pourcentage à long terme. Ces résultats sont conformes et on a vu au Nigeria certains qui ont essayé d'analyser la même situation et ils ont remarqué que aussi l'effet est négatif. Effectivement, la sécurité a un effet négatif sur la croissance économique. Donc, vraiment, ça nécessite une réflexion pour pouvoir, c'est-à-dire au moins se réduire l'effet de l'insécurité sur cette croissance économique. L'absence de l'effet, comme je l'ai dit, à court terme sur la croissance peut être expliqué par la vigilance temporaire, Monsieur Mazou, de production et je suis à la fin, donc je vais conclure en disant quoi. Ah, ok. Je vais conclure en disant que notre étude, comme elle a été faite, essayant de voir l'impact de l'insécurité sur la croissance économique, a abouti vraiment aux résultats qui sont bons, parce que tout simplement, généralement, les gens essayent de regarder les causes, mais nous, on avait jugé de regarder les conséquences. Et effectivement, lorsqu'on a regardé d'abord les conséquences, on a constaté que l'insécurité a un effet négatif et significatif. Et ce qui est très intéressant, c'est que les recommandations qu'on a formulées, il faut que les Niger puissent promouvoir la bonne gouvernance et la culture de dialogue. Parce que s'il y a une culture de dialogue, les gens seront beaucoup plus collaboratifs et ça peut pas faciliter l'intervention militaire pour faire face à l'insécurité. Aussi, il faut que si vous voulez, le Niger puisse promouvoir l'emploi des jeunes en soutenant l'entrepreneuriat, parce que tout ce qui soutient ou bien qui entretient le terrorisme, si vous voulez, c'est le chômage et le sous-emploi des jeunes qui sont vraiment vulnérables pour être, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réserve potentielle à ces terrorismes. Je vais m'arrêter là et donc je vous remercie pour votre aimable attention. Ok, merci à vous aussi, monsieur. Sans plus tarder, je vais appeler le temps. Il est à ma montre, disons, 15h05, heure de Yaoundé, ce qui fait que nous avons sensiblement 40 minutes qui nous restent. J'aurais vraiment souhaité que nous puissions aller aussi peut-être dans la foule, dans l'audience, avoir des questions, ou alors que je vous pose des questions pour que vous nous dites un peu plus sur tous vos sujets. Donc, sans pour autant mettre la pression à monsieur Yacouba, je vais quand même vous demander d'aller vite de telle manière à ce que nous puissions avoir un peu de minutes pour les questions-réponses. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous rassurer que je ne serai pas aussi long que mon prédécesseur, parce que déjà, comme vous avez pu le constater, souvent le programme, j'avais été prévu pour un autre panel. Malheureusement, en fonction de raison de mon agenda, j'ai dû prendre ce panel ce matin. Donc, je ne voudrais pas revenir également sur tout ce qu'ils ont eu à dire pour gagner du temps. Tout simplement, je voudrais rappeler quelques points essentiels qui peuvent aider, en tout cas, les participants à mieux comprendre la situation et à voir un peu l'état des lieux, comment il se présente, notamment en termes de jeunesse, mais aussi en termes d'insécurité. Donc, comme vous avez, les prédécesseurs l'ont dit, notamment la première intervenante, la situation elle est très complexe et assez préoccupante. Il n'y a pas particulièrement de pays, notamment quand on regarde le Sahel central, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui constituent aujourd'hui, comme les Nations Unies l'ont exprimé récemment, le point le plus chaud du monde, en raison de la montée en puissance des groupes extrémistes et de la violence en tant que telle. Donc, auparavant, et d'ailleurs, avant cette montée en puissance, il y avait des contextes assez difficiles, notamment la pauvreté ambiante qui était le quotidien, mais surtout qui prend sa source sur le faible accès aux services de base, mais également aux questions économiques, tout ça.
Mais également, il y a un phénomène, c'était aussi la question de... Bon, c'est une zone désertique qui partage beaucoup de parties de la région, mais aussi les effets du changement climatique qui sont des impacts, des questions qui ont beaucoup plus impacté. Et aussi, on ne peut pas séparer ces questions de la violence armée et des conflits intercommunautaires qui ont lieu. On a parlé de la migration, entre autres, des conflits mal résolus en fonction des décisions de justice. Donc, je vais donner un aperçu seulement sur quelques causes et puis les conséquences, entre autres, qui sont assez perceptibles. Il ne s'agit pas, pour moi, d'apporter des chiffres assez concrets ou de confirmer certaines thèses, mais on peut aller sur des éléments factuels, tout en affirmant qu'aujourd'hui, cette violence a un visage. Le visage, c'est le visage de la jeunesse. Lorsque vous regardez un peu toutes les vidéos ou les opérations, les actions armées de la phase des groupes terroristes ou des groupes violents, c'est qu'on voit que la jeunesse est en première ligne. Elle est utilisée assez souvent comme étant à la fois des poseurs de mines, mais également et aussi c'est eux qui servent aussi, comment on appelle ça, des suicidaires. Ce sont des suicidaires, c'est eux qu'on envoie sur le front, entre autres. Les derniers, par exemple, l'attentat qui a eu lieu à Bamako contre la caserne militaire, les éléments qui sont sortis et qui avaient annoncé l'attaque, on peut tout de suite s'imaginer qu'il ne peut s'agir que de jeunes gens qui ont moins de peut-être de 25 ans ou de 30 ans. Donc, il y a le fait de la pauvreté comme étant une des causes et le manque d'opportunités économiques. Déjà, le chômage dans ces régions était assez élevé, c'est-à-dire au-delà des chiffres officiels, on peut considérer que ce sont des pays où l'informel prend beaucoup plus le pas sur le secteur formel, entre autres, et qui considérablement, lorsque dans ce milieu, le manque de ressources, le fait que ceux qui achètent n'ont pas la capacité d'acheter, ces personnes se retrouvent dans des situations précaires et les rendent assez vulnérables au recrutement. Là, on a parlé de la question d'éducation, ça a été rappelé ici, quand on imagine un peu les nombres d'écoles qui ont été fermées dans la région, on estimait déjà à l'UNICEF, je dirais, à 10 000 écoles, établissements scolaires qui étaient non fonctionnels, qui étaient soit fermés et qui étaient en manque d'enseignants parce que les zones sous conflit, sous violence, les enseignants sont des cibles, entre autres, au-delà des... En tout cas, tout ce qui est symbole de l'État est la cible première. Donc, environ, ils ont estimé aussi que 2 millions d'enfants pouvaient être affectés par cette question. Donc, il y a, je l'ai rappelé tout à l'heure, la mauvaise gouvernance et le sentiment d'exclusion. On ne fait plus confiance à l'État parce que les litiges sont mal tranchés, la corruption et le sentiment d'être marginalisé, entre autres. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est une question qui va revenir certainement dans les débats des prochaines années parce que il est clair que la question Peul en tant que telle est un problème. Déjà, une stigmatisation ou tout simplement la confusion qui a régné autour de cette question, notamment lorsque Amadou Koufa, un des leaders du SNIM, s'est affiché directement comme étant le partenaire privilégié de Peul. Cela a posé d'énormes problèmes à tous ceux qui sont de ces groupes communautaires. Mais ici, il y a la pression démographique qu'il ne faut pas ignorer, c'est-à-dire la force croissante démographique qui est concentrée surtout à certains endroits plus qu'à d'autres. Donc, ça met une pression énorme sur les ressources en tant que telles et qui crée aussi des conflits entre les communautés.
Donc, j'ai parlé du changement climatique, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Et récemment, on a fait un travail avec UNICRI sur cette question de lien entre le changement climatique et l'extrémisme violent. Il paraît évident une question qui a été évoquée, que ça provoque les migrations, et les migrations produisant des pressions sur les ressources, mais également sur la cohabitation entre les populations. Donc, évidemment, il va sentir qu'il y aura des frictions, il y aura des affrontements, entre autres. Donc, les groupes armés en profitent pour recruter en se disant que, bon, il y a un terreau fertile et on a également une occasion. J'en passe. Donc, en termes de conséquences, je l'ai effleuré tout à l'heure, là, le déplacement massif des populations, quand on regarde aujourd'hui avec son lot de crises humanitaires qui s'ensuit, tout cela ne favorise pas des personnes qui laissent carrément leur village, des villages entiers qui se sont déplacés ou des villages qui risquent de ne plus exister parce que c'est dans certaines zones au Burkina Faso et au Mali. Donc, à mon avis, tout ça, ce sont des conséquences dont la réparation risque de durer dans le temps. La déscolarisation liée à la fermeture des écoles, mais aussi les violences et le traumatisme des jeunes qui s'ensuivent. Donc, il y a les questions d'enlèvement, les abus sexuels, et puis, entre autres, les menaces autres, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que dans certaines parties, particulièrement du Mali, si vous voyez qu'il y a certainement une certaine accalmie, c'est parce que ces villages ont accepté de signer des accords locaux avec les groupes djihadistes, ce qui les permet de vivre tranquillement, mais tout en subissant la loi du plus fort, qui est le groupe qui est là. Donc, et là, on peut assister à une fragilisation des structures familiales, sociétales, entre autres. La cohésion communautaire n'existerait plus, entre autres. Tous les mécanismes traditionnels qu'on peut solliciter vont voler en éclats. Donc, il y a des initiatives, certes, mais ces initiatives ont du mal à trouver du chemin à raison de la persistance de l'insécurité. Donc, l'UNICEF, autres organisations qui font des efforts, par exemple, pour réouvrir les écoles, ont de la peine à retrouver des enfants, à retrouver des enseignants, entre autres. Alors que parallèlement, il n'y a pas de politique publique, l'État n'est pas là pour accompagner ce processus et même assurer la sécurité, parce qu'ils sont certainement occupés par la sécurisation de l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut dire que cette question, c'est une question de maîtrise du territoire. En fait, on n'arrive pas à sécuriser le territoire en tant que tel, de sorte que les groupes ayant l'initiative de l'attaque, du moment, c'est une guerre hybride, je veux dire. Donc, il va sans dire que aussi les États jouent au sapeur-pompier. Donc, la protection des enfants affectés par ces conflits pose problème, les soutiens psychologiques posent problème, et voilà. Ce qui reste pour les moins jeunes, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes s'engagent parce que c'est facile pour eux de recruter dans des endroits où les gens n'ont pas pu bouger, où les gens n'ont pas pu se mobiliser. Donc, ça, c'est des questions quand même que je voudrais relever, tout en se disant qu'il y a plein d'initiatives comme l'entrepreneuriat qui est soutenu, mais comme je l'ai dit, quand on regarde dans des zones agricoles, comme par exemple la zone de Nyono au Mali, où par exemple les djihadistes peuvent arriver et brûler toute la culture, donc tout l'effort toute une saison. Donc voilà que ça n'encourage pas à continuer à faire la même chose tant qu'il n'y a pas de paix. Donc on veut s'appuyer aussi sur le numérique qui a ses limites, entre autres. Donc voilà, et en gros, je me dis que la situation est très critique. Elle est très critique, et les jeunes sont à la fois victimes, mais aussi des principaux acteurs. Et là, il y a aussi la crise humanitaire s'accentue de plus en plus.
on constate impuissamment une montée en puissance en raison du positionnement aussi des acteurs en présence, notamment les autorités en place dans ces pays, ne favorisent pas un dialogue avec la communauté internationale et qui puisse favoriser peut-être une coordination d'action qui puisse favoriser peut-être que les jeunes en tant qu'acteurs puissent se désengager de plus en plus, mais aussi assumer leurs responsabilités en refusant d'adhérer à des causes qui ne sont pas humaines, entre autres. Voilà ce que je veux dire en ce moment. Le processus est assez long, mais il faut entamer un processus de reconstruction dès maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yacouba. Merci aux autres panélistes. Vraiment, il nous reste exactement 45, sensiblement 25 à 27 minutes que nous pouvons essayer de mettre pour ce qui est des questions. Je vais vous demander de faire l'effort de répondre rapidement aux questions pour que nous donnions la possibilité à notre audience de pouvoir aussi apprendre un peu plus de ce que vous avez comme recherche, comme expérience en ce qui concerne le Sahel. Les premières questions qui me viennent à l'esprit, c'était des questions qui allaient beaucoup plus dans le sens des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? Mais compte tenu du fait que la session était beaucoup plus basée sur un diagnostic et un diagnostic assez précis, parce que vous savez, en Afrique, on a souvent cette difficulté où on cherche souvent à résoudre des problèmes où on n'a pas exactement pris le temps de faire le bon diagnostic. Donc, la question ouverte à vous tous maintenant, c'est de savoir, à travers votre diagnostic ou vos analyses de terrain, cette jeunesse-là, qui est parfois aussi actrice, comme vous l'avez dit, dans le sens de se faire exploiter, ou alors actrice dans le sens de remédier à la situation. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs publics ou alors les initiatives qui ont été mises sur pied dans cette zone-là n'ont pas énormément pris en considération les réalités socio-culturelles et environnementales pour pouvoir présenter des solutions, plutôt que de passer à ces solutions militarisées qu'on a souvent eu à avoir pendant toutes ces différentes années, avec toutes les opérations dont Madame Jomie a parlé. Donc, je vous en prie, cette question-là, elle me revient toujours à l'esprit. Est-ce que vous estimez que toutes les initiatives d'engagement de la jeunesse et de peut-être établissements ont assez pris en compte l'importance des réalités culturelles, les locales et aussi même les savoirs locaux? Merci. Bon, qui j'interviens en premier ou... Ok. Donc, pour ma part, hein, je vous donne peut-être... je vais être peut-être affirmatif en disant que dans la plupart des cas, ces questions n'ont pas pris en compte les réalités socio-culturelles et même économiques de nos régions. Je voudrais dire ça par rapport à la Mauritanie. Aujourd'hui, pourquoi la Mauritanie arrive à se construire au problème? Je pense qu'il y a une tradition bien ancrée dans nos communautés, c'est le dialogue. Moi, je pense qu'on peut aujourd'hui travailler sur la question du dialogue où je ne dirais pas qu'il s'agit de négocier avec des djihadistes, mais c'est d'insérer un dialogue autour de la question religieuse en tant que telle, c'est-à-dire des préceptes qui sont défendus par ces gens-là. Moi, je pense que ça ne doit pas être un sujet tabou. On dirait que M. Yacouba a des difficultés. Bon. Alors, monsieur Yacouba, vous m'entendez très bien. Vous dites? C'est bon, je peux continuer?
Je pense que vous pouvez continuer. C'est le modérateur qui a quelques problèmes de connexion, je pense. C'est le modérateur qui a un souci. Donc, je disais je croyais que le souci était de votre côté. Non, depuis le début, vous avez eu un souci. Donc, je disais aussi que dans mon intervention, je disais aussi que la question, c'est une question de maîtrise du territoire. Aujourd'hui, quand on regarde la situation en Mauritanie, parce que aussi les autorités mauritaniennes ont su gérer les territoires, c'est-à-dire comment contrôler les territoires. Ils ont fait en sorte que, à la fois, tous les territoires soient sous une certaine surveillance, notamment, ils ont mis en place un certain, c'est-à-dire, ils ont fait une réorganisation du territoire. C'est-à-dire, là où les populations sont installées, on a indiqué des espaces où des populations doivent s'installer. Au-delà de ces espaces, toute personne qui se retrouverait hors serait déclarée ennemie de l'État parce que toutes les zones sont déclarées zones militaires. En fonction de ça, il est facile pour l'État d'apporter les services sociaux de base, l'éducation, la santé, entre autres, dans les coins les plus reculés, à travers des unités militaires, par exemple, qu'ils ont appelées des militaires qui circulent à dos de chameau, qui a été testé au Mali pendant longtemps, après les indépendances, mais qui plus tard est tombé en berne. Et donc, ça, c'est des initiatives assez qui sont, à mon avis, porteurs. Ça permet à l'administration d'être plus proche des populations et de les faire oublier ceux qui viennent en secours. Parce que tous les services dont ils ont besoin sont déjà offerts, de sorte que toute personne qui viendra avec un autre service est vue comme étant un intrus. Donc, voilà un peu autant d'actions, à mon avis. Et les dialogues avec les djihadistes, ces débats a eu lieu. Il y a eu même la déradicalisation, ce qu'on estime être radicalisé. Je sais qu'aussi au Niger, il y avait eu des initiatives comme ça par rapport à la déradicalisation, notamment par rapport les djihadistes du côté de Boko Haram, parce que c'était une action coordonnée entre le Niger, le Nigeria et le Tchad, qui a permis quand même de faire des effets. Donc, je pense que tout n'a pas été fait. Il est possible d'exploiter encore autant de mécanismes locaux, socio-culturels pour faire en sorte que ça ne s'installe pas dans des sociétés. Mais à condition que l'État soit là. Les accords locaux dont j'ai parlé, ça se fait sur le dos de l'État. Tout ce qui se fait sur votre dos est fait contre vous. Donc, je me dis, il y a des choses à faire. Peut-être que l'État pourrait s'impliquer à travers peut-être, je ne sais pas, on peut imaginer les chefs de village ou les autorités coutumières locales qui sont des représentants de locaux, qui peuvent bien négocier avec ces derniers, mais tout en défendant aussi en dessous les intérêts de l'État. Le fait que l'État puisse être derrière peut-être ces personnes-là, puisse permettre à l'État de recueillir autant d'informations qu'il peut, mais aussi pour préparer une réponse certainement au phénomène. Voilà mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Si je peux... Je voudrais savoir ce que... Ok, justement, je pensais à vous, Madame Jomier. Oui, j'aimerais beaucoup rebondir sur ce point parce qu'effectivement, je pense que la notion de dialogue, elle est extrêmement importante dans ce type de contexte. Et justement, c'est une notion qu'on a tendance à mettre de côté quand on pense à une réponse tout militaire à la résolution d'un conflit. Or, on sait que les actions de dialogue politique, elles peuvent avoir un très bon résultat. Le Conseil des sages de l'Union africaine montre que les actions de médiation peuvent tout à fait fonctionner et l'Afrique a une tradition de médiation. On a des résultats qui ont déjà été prouvés, notamment par le travail de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, qui a fait beaucoup de travail de fond dans la médiation des conflits locaux, des conflits entre différentes communautés. La MINUSMA a fait ce travail de fond, notamment au Mali Centre, pour essayer de désescalader les tensions entre les différents groupes et milices d'autodéfense qui s'étaient créés dans la zone, avec une capacité de la mission à aller parler aux différents acteurs, à aller comprendre quelles
quels étaient les enjeux derrière, qui étaient loin d'être uniquement des enjeux sécuritaires, et à aller apporter une capacité à créer un dialogue entre les acteurs. Ça participe de la stabilisation de la région, ça participe de son développement économique, de sa sécurité et de la non-exclusion des jeunes de l'ensemble de ces facettes de la société. Un autre point que je voulais évoquer, parce que Monsieur Yacouba Bertel l'a mentionné, c'est les enjeux du changement climatique. On voit souvent la question de l'environnement comme une question comme une source de problème. Or, le changement climatique et sa prise en compte, ça peut être une source de solution, et notamment ça peut être une source d'emploi et de développement stable pour la jeunesse. Il y a beaucoup de projets locaux qui se font justement dans la région sahélienne, et qui montrent que en prenant en compte cet enjeu et en proposant des initiatives locales, c'est souvent mené par des ONG, par la société civile, on arrive à créer de l'emploi et on arrive à créer une situation beaucoup plus stable pour les jeunes de ces villages. Donc ça, c'est un second point, c'est que la prise en compte du changement environnemental peut aussi être une façon de répondre aux enjeux sécuritaires et d'instabilité. Et puis un troisième point que je voulais évoquer, c'est pour trouver une solution commune, il faut aussi participer d'un environnement informationnel sain. C'est-à-dire que la zone sahélienne est particulièrement marquée par la désinformation, la mésinformation, les fake news. Plus vous avez ce type de contenu qui circule, moins ils sont démentis et plus vous avez de la défiance dans la population. Donc participer d'initiatives sur la lutte contre la désinformation, ça peut vous créer de l'emploi, mais ça participe d'une société beaucoup plus stable. Et je sais que vous avez un panel justement sur cette thématique, il me semble que c'est demain ou mercredi. Donc c'est l'occasion aussi de parler plus amplement de cet enjeu, mais je voulais vraiment souligner l'importance du contenu informationnel, parce que on le voit notamment avec la fin de la radio des Nations Unies, la radio Mikado au Mali, il y a une vraie réduction de la capacité des gens à avoir un accès à une information vérifiée. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Mazou? Oui, j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit. Je peux répéter la question? Oui, parce que... Non, par rapport à la question... Effectivement, par rapport à la question. Donc, tout ce qu'ils ont dit, je l'ai déjà recommandé à l'issue de mes résultats. Donc, à savoir la création d'emplois par le soutien de l'entrepreneuriat des jeunes. Aussi, la culture, il faut que le gouvernement puisse avoir la culture des dialogues entre les différents acteurs. Mais il y a une autre question qu'ils n'ont pas soulevée ou bien implicitement soulevée. On parlait de la bonne gouvernance, parce qu'un état de droit de justice, souvent, si vraiment l'État ne prend pas ses responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, cela peut frustrer certaines zones et certaines régions à prendre des armes. Nous, on a connu ça en 1996, je pense, dans le nord, où l'uranium est exploité. À un certain moment, la population a dit « ils ont pris les armes ». Et bon, avec le dialogue, on a pu quand même résoudre les problèmes et arriver à une résolution commune. Je pense que même le problème du terrorisme là, que nous sommes en train de vivre peut être en partie lié à cela. Parce que nous, ici, je ne sais pas pour les cas du Mali ni du Burkina, mais pour les cas du Niger, on constate que vraiment la majeure partie du budget est affectée vraiment dans la capitale, c'est-à-dire Niamey. Donc, ce qui fait que bon, les autres régions peuvent se trouver avec juste une petite frange de ces budgets qui ne peut pas servir quand même à faire face aux besoins de ces populations. Et ça peut frustrer. Et si je pense que c'est là fait partie
des aspects qui peuvent vraiment entraîner ou intensifier ou aggraver la situation sécurité que nous vivons. Voilà, je pense que c'est ça que je vais ajouter. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci à tous aussi pour la manière prompte de répondre à cette question. Je vais continuer dans la même lancée en vous faisant savoir que beaucoup de personnes dans ces zones du Sahel, des jeunes de nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui marchent et qui sont derrière les mouvements, je veux dire, de coup d'État militaire, parce que à ce moment-là, avec tout ce que vous avez fait comme constat, ils ont souvent l'impression qu'il y a c'est une solution aux souffrances qu'ils ont eu à endurer dans le passé. Et Madame Jomier a parlé aussi de la désinformation et tout ce qui en suit. Donc, il y a maintenant deux courants de pensée. Ces personnes-là qui pensent que il serait important de d'abord solidifier la chose sur la refonte des mentalités dans ces pays et pour pouvoir maintenant avoir pour conséquence ou externalité positive la sécurité. D'aucuns pensent qu'il faudrait d'abord assurer la sécurité avant de se concentrer sur la réponse des mentalités. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu à penser à ça ou si vous pensez que les deux peuvent se faire en même temps. Mais que direz-vous pour ce qui est des orientations? Parce que vous savez, avec ce que vous avez eu à dire et ce sur quoi vous avez déballé, il est un fait, c'est qu'il n'y a pas de sécurité si les populations ne sont pas engagées et si elles ne comprennent pas les enjeux et si elles ne sont pas elles-mêmes disciplinées et participatives. Donc, que nous diriez-vous en fonction de vos différentes expériences? Chacun de vous peut prendre un pays, c'est OK. Alors, si vous parlez de toute la région, nous sommes aussi ouverts à écouter ce que vous pouvez nous dire. Merci. Bon, puisque j'avais Je parlé vais en premier. je vais commencer. Comme vous aviez parlé en premier, je vais commencer par la personne qui a parlé en dernier, à savoir Voilà. M. Mazou, et je vais terminer avec vous. Merci. Pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, allô? Je dis, dans cette zone du Sahel, nous avons vu qu'il y avait une jeunesse qui était derrière ces mouvements. La... Ok. Oui, Je pense apparemment, il y a que un je suis de problème. retour. Oui, D'accord. je disais que dans la zone sahélienne, nous avons vu beaucoup de jeunes qui sont sortis, qui adulaient les mouvements de coup d'État avec les militaires qui ont pris le pouvoir. La situation n'est pas peut-être meilleure qu'avant, mais qu'à cela ne tienne. Il y a deux courants de pensée dans ces régions-là. Un courant qui pense que les militaires en place, par exemple dans un pays comme le Faso, ils sont en train de travailler sur une refonte de mentalité qui sera bénéfique à long terme pour la sécurité en général. D'aucuns pensent plutôt qu'il faudrait assurer la sécurité pour pouvoir se concentrer sur cette refonte de mentalité-là. Donc moi, je vous demande, à votre niveau, que pensez-vous? Est-ce que les deux initiatives peuvent se faire ensemble ou alors vous estimez qu'il y a un ordre il y a un ordre de préséance en fonction de ces initiatives pour que nous ayons une combinaison avec des populations plus épanouies dans un environnement sain et pacifique? Donc, la question, Monsieur Mazou, vous pouvez Ok, répondre merci en beaucoup. premier. Après, Merci je vais aller beaucoup, avec Madame Jomier. Monsieur Abdel. Donc, Et j'aimerais aussi vous préciser qu'il nous reste exactement 10 minutes. d'accord, ok. Merci du rappel. Alors, donc, je pense que c'est une question pertinente qu'il faut vraiment répondre, à laquelle vraiment il faut trouver une réponse. Et nous, à notre niveau,
je pense que depuis que les militaires ont pris le pouvoir, il y a des initiatives dans ce sens, celle qui consiste, c'est-à-dire parce que vous savez, au fait, les slogans que nous, nos militaires, ont utilisés, je pense que c'est ça qui a même permis ou bien facilité l'adhésion ou bien l'acceptation, si vous voulez, des militaires qui ont chassé les régimes démocratiquement élus. C'est-à-dire, puisque déjà, vous savez, ça fait longtemps que la population a des dents contre la France. Donc, le fait que, bon, ils ont pris le pouvoir et ils tenaient des discours comme quoi c'est la France qui est responsable de notre situation, avec tout ce que nous regorgeons en termes de ressources, et que c'est la situation jusque-là, elle n'est pas favorable pour le développement. Et la jeunesse était d'accord avec ce qui se passe. Et je pense que c'est pourquoi, dans certains quartiers, chaque semaine, chaque week-end, il y a des activités culturelles qui sont organisées pour pouvoir, c'est-à-dire de construire l'idée selon laquelle que la jeunesse, c'est elle qui alimente plutôt le terrorisme. Le terrorisme parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont sous-employés. Donc, en les amenant à croire en eux-mêmes, en leur disant que, en fait, personne n'est là pour construire leur vos pays, il faut vous-même que vous vous soulevez, travaillez pour pouvoir, c'est-à-dire sortir ces pays-là, si vous voulez, de la boue. Alors, je pense que c'est là à marcher, puisque vraiment, maintenant, c'est vrai, l'initiative continue toujours, et que c'est même élargi dans d'autres régions du pays, et que les jeunes vraiment sont en train c'est pas comme avant où les gens disaient que bon, c'était facile pour le terrorisme de recruter ces jeunes. Actuellement, vraiment, ces jeunes-là sont en train de prendre conscience que vraiment ce terrorisme-là, on peut, c'est-à-dire en travaillant corps, main dans la main, on peut solutionner cela. Ça, vraiment, je pense que pour nous, à notre niveau, c'est ça, au fait, nous sommes en train. Pour l'autre initiative, là, en tout cas, je n'ai aucune idée. Je ne pense pas que le gouvernement nigérien est en train de travailler là-dessus. Je vais m'arrêter là. Merci. Oh. Notre modérateur n'est pas là. On l'a perdu. Je vais essayer de prendre la suite. Notre modérateur est parmi nous. Vous m'écoutez pas? Là? On n'entendait pas. Oui, je suis là. Okay, j'ai dit plus d'une fois, Madame Jomier. Oh. Ça ne passe pas toujours. J'ai dit Madame. C'est Madame qui a la parole maintenant. Très bien, j'y vais. Alors, sur la question de faut-il à tout prix solidifier la sécurité, un des discours que l'on revoit chez les différentes juntes militaires, et pas que au Sahel d'ailleurs, mais dans d'autres pays bien au-delà de cette zone, c'est que la volonté de vouloir arriver à un certain maintien de l'ordre, et je vais mettre des guillemets là-dessus, en fait permet à ces États et à ces autorités de justifier l'injustifiable, de justifier les violations des libertés et des droits individuels des citoyens, de justifier des violences, des exécutions extrajudiciaires et des massacres contre les civils. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution ? Aujourd'hui, statistiquement, tout ce que ça nous montre, c'est une augmentation des violences contre les droits humains. Donc, est-ce que solidifier la sécurité est la voie principale possible ? Je ne suis pas
convaincu à ce stade. Je pense que ce type de discours qui peut être soutenu par une partie de la jeunesse, et je comprends tout à fait pourquoi, parce que c'est un discours qui est rassurant, c'est un discours qui vise avant tout à justifier l'existence des juntes militaires. Elle utilise, je pense, une colère qui est tout à fait légitime parmi la jeunesse, qu'elle soit malienne ou burkinabé ou nigérienne. Je pense que la colère que la jeunesse exprime à travers le soutien à ces régimes militaires, elle est avant tout un rejet du système précédent. Est-ce que pour autant le système actuel offre une solution durable à ces conflits? Je n'en suis pas actuellement convaincue. Ok. Bon, je partage les points de vue exprimés ici par madame. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je dirais que, contrairement à ce que notre collègue a affirmé, je crois qu'il y a beaucoup plus une facilité de recrutement des groupes terroristes en ce moment précis. Il est impensable de croire qu'aujourd'hui, le nombre d'éléments que ces groupes arrivent à mobiliser aujourd'hui, qu'il n'y a pas une certaine adhésion de certaines populations à la base. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que tout ce qu'on entend peut-être, c'est le discours de ville, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a carrément un cloisonnement entre les populations des villes et ceux qui vivent dans des milieux éloignés des grands centres. Moi, je pense que c'est un élément qu'il faut considérer. Certes, il y a eu de forts discours, mais malheureusement, il y a la façon de porter, ceux qui portent ces discours, le plus souvent, ou les éléments qui prennent ça n'ont pas la capacité nécessaire. Quand je dis capacité nécessaire, excusez-moi du terme, mais par exemple, aujourd'hui, le phénomène qui est beaucoup plus développé, notamment la question des vidéomans sur les réseaux sociaux qui n'ont aucune formation journalistique et qui prennent des informations, qui les manipulent à leur guise telle que ça plaît aux populations, que j'assimile à de la manipulation et aux fake news. Je pense que ce n'est pas la bonne voie de pouvoir conquérir les cœurs de manière durable. Ça peut résoudre certainement les problèmes ponctuels, la confiance aux autorités, entre autres, mais de plus en plus des populations, même des propres partisans, commencent à se décourager, à se poser mille et une questions. Et pourquoi il y a autant de choses que vous nous dites, et pourtant le résultat n'est pas toujours là. Par exemple, le concept au Mali qu'ils ont dit, par exemple, le Mali croix, c'est-à-dire le nouveau Mali, et dont on a rêvé tant. Je ne pense pas qu'on va le faire avec d'autres Maliens. C'est les mêmes Maliens avec lesquels il faut faire. Par exemple, et il y a de plus en plus de corruption, la gouvernance, elle est ce qu'elle est, les violations répétées des droits de l'homme. Est-ce que c'est ces Mali qu'on veut laisser à nos enfants? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut, moi, et je le dis assez souvent, aujourd'hui au Mali, vous avez 3 textes normatifs qui cohabitent, notamment la Constitution de 92, la Constitution de 2023 et la Charte de la transition. En fonction de ce qui nous arrange, on prend un des textes, on travaille avec. Donc, ça ne rassure pas un avenir pour la jeunesse. Pour moi, la question sécuritaire va au-delà des questions de propagande ou des questions peut-être d'ordre peut-être de conservation du pouvoir. Elle doit être celle des populations. C'est la sécurité humaine qui est en cause. Moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est vrai que le Niger avait bien fait et le Burkina aussi ont adopté des politiques nationales de sécurité. Mais au Mali, chercher à savoir s'il existe une politique nationale de sécurité et de défense. Cela suppose que la population doit dire qu'est-ce qu'elle pense de sa sécurité, dans quelles conditions il est en sécurité. Il doit pouvoir l'exprimer. Mais c'est vrai que toutes ces voix, on n'est plus en ce moment, parce que déjà, on n'est pas le fait de l'urgence et qu'il faut éteindre le feu. Mais je pense que la démarche du tout militaire ne paye plus. Il faudrait qu'on puisse changer de paradigme
et voir dans quelle mesure on puisse associer des forces, d'autres forces à cette question sécuritaire, parce que la question se pose avec acuité. Il faut qu'on sorte de cette logique, qu'on se dise qu'on peut certes faire la sécurité, mais il faut parler par exemple avec des acteurs politiques. Juste pour terminer, je vais prendre un exemple. Récemment, j'étais allé pour un funérail. On était assis là et il y a un ancien maire qui vient. Il est assis dans la foule. Bon, ils étaient en train de se poser la question qui a été informé. Je vous avoue, j'ai été impressionné par un ancien maire il est venu, il s'est assis, il a sorti son téléphone. Et il avait les numéros de téléphone des familles les plus importantes de toute la commune. Et il s'est mis à appeler les familles un à un pour les annoncer le décès. Moi, je me dis, une telle personnalité mérite toute la considération des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de prendre une décision qui concerne les populations. Donc, c'est pour juste dire qu'il y a d'autres ressorts sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui qu'on n'utilise pas. Je vous remercie. Ok, merci à tous, à toutes. Nous sommes à plus de 15h45 du côté de Yaoundé. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon. Ok. Je disais, allô? Vous me recevez? C'est bon? On vous entend. Ah, ok. Je ne sais plus quoi faire. Vraiment, nous sommes à plus de 15h45. Du côté de Yaoundé, il tombe des cordes. Je ne sais pas si c'est ça le problème avec la connexion. Merci à tous, merci à toutes pour votre temps et aussi pour un échange autant, si je peux dire, important. Et je demande aussi des excuses à l'audience parce que à cause des problèmes techniques, j'ai pas pu prendre les questions dans l'audience et vous les présenter à vous les panélistes. Donc, je vais me rassurer que l'équipe va essayer de collecter ces questions et les rendre disponibles aux panélistes s'ils ont des éléments de réponse qu'ils nous les donnent et qu'on les collecte pour donner la possibilité aux membres de l'audience de peut-être en avoir un peu plus. Je pense que c'était la première séance aujourd'hui. L'Internet m'a fait défaut, l'Internet nous a fait défaut. Je promets que demain, les choses vont s'améliorer. S'il fallait que nous allions sur une colline, nous le ferons pour que tout se passe bien. Sur ce, je vous dis merci une fois de plus et vivement que de telles thématiques ne s'arrêtent pas en si bon chemin avec des personnes comme vous qui avez le temps pour toujours nous apporter un plus. Merci une fois de plus et au plaisir. Et nos excuses encore. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Il y a vraiment pas. Au revoir, messieurs.